La mairie de Reichshoffen sensibilise les habitants aux enjeux du tri sélectif. À l'extérieur, des palettes de déchets intriguent les passants. Dans le hall d'entrée a pris place une exposition. Monique Pognon, du service communication, reçoit un groupe du service de la jeunesse. Épreuve pratique. Les jeunes maquillés pour Halloween doivent mettre les déchets dans la bonne poubelle. Voilà. Ça, tu le mets dans quelle poubelle? Celui qui est content. Celui qui est content. Les enfants découvrent comment les déchets sont recyclés avec une vidéo. Le SMICTOM du Nord du Bas-Rhin participe à cette action en fournissant les panneaux et les objets à exposer. On voit ici ce que deviendront nos déchets. En triant vos déchets, vous participez à leur recyclage. En évitant de les incinérer, vous préservez l'environnement. Les matières recyclées permettent d'économiser des matières premières. Alors, triez vos déchets et pensez à vos arrière-petits-enfants. La mairie de Reichshoffen accueille une exposition. Son nom, Manger responsable. Elle est l'initiative de la CSF, la Confédération syndicale des familles, en collaboration avec la Chambre de consommation d'Alsace. Manger responsable, dans le sens où nos choix alimentaires ont des conséquences pour notre propre santé, pour l'environnement, mais aussi au niveau social, aussi bien en ce qui concerne les villes et les campagnes en France que la solidarité avec les pays du Sud. Poulet à la dioxine, vache folle, OGM ont fait les gros titres des journaux. Une réflexion a donc été menée par un groupe de travail de la Chambre de consommation d'Alsace autour du thème de la sécurité alimentaire. Le résultat, nous sommes tous responsables. Il faut donc avoir une autre approche. L'exposition met en valeur cette idée en présentant 3 points essentiels. Le bien-être animal, il faut un minimum d'espace dans l'élevage, respect du type d'alimentation en laissant les vaches au pré par exemple. La sécurité alimentaire, manger plus sûr passe par la recherche du risque minimum. Le 3e point est la solidarité, avec le développement du commerce équitable. Tous ne sont pas d'accord avec ces propositions, le débat reste ouvert. Mais selon la Confédération syndicale des familles, c'est aux consommateurs d'agir. La salle des fêtes de Zinswiller accueille l'harmonie de Dietrich à l'occasion de son concert. Les spectacles des dernières années ont eu pour thème la Coupe du monde de football et Starmania. Cette année, l'orchestre s'attaque au cabaret. Les basses, saxophones, trompettes, percussions et autres instruments de l'harmonie divertissent les spectateurs. Sous la direction de Jean-Daniel Holtzmann, les 42 musiciens jouent un répertoire très varié. Le spectacle est traditionnellement composé de 2 parties. En première partie, les spectateurs écoutent un répertoire éclectique. Du boléro de Ravel à la bande originale du film Gladiator, tous les styles sont présents. La seconde partie, The Crooner Showtime, se veut plus distrayante. Un mélange de sketch et de musique divertissent le public. Entre la mise en place du thème, le choix du répertoire et les répétitions, 1 an de travail est nécessaire. Une 60aine de personnes participent au projet. Dès le lendemain, l'harmonie de Zinswiller se remet au travail pour le prochain spectacle. Aujourd'hui, on est à Reichshoffen, on est dans la salle des cuirassés et c'est l'amicale fléchette du restaurant chez Nono qui organise cette manifestation. Les joueurs qui sortent ici reçoivent des points qui comptent pour le classement au niveau FEF fédéral. Ça veut dire que nous partons au mois d'avril l'année prochaine en étant qualifiés au championnat de France à Maubeuge. Il y a des joueurs de Belfort qui sont venus, de Metz, des Vosges, de Sainte-Marie-aux-Mines, de notre région ici, de l'Allemagne. On est 90 joueurs exactement, hein. Donc au niveau du club,
Je ne peux pas trop dire, on doit tourner autour de 30 clubs à peu près. Il y a deux groupes, il y a les élites et l'amateur. Les élites, ils jouent en double out, en 2 manches gagnantes. Donc si c'est match nul, c'est la belle. Et les amateurs, ils jouent en 501 master out. Pareil, 2 manches gagnantes. Et après, il y a le double qui se joue. Pareil, le double, c'est pour un classement au niveau FEF pour le championnat de France. Alors là, je teste en même temps en rentrant le véhicule, voir si les essuie-glaces, le klaxon fonctionnent. J'ai un petit ordinateur de poche, ça s'appelle un Workabook. Je le branche directement sur l'ordinateur final. Il va me rentrer les données de freinage, les données de pollution dedans. Et une fois que je vais sortir le rapport de contrôle, ça va tout me transmettre les données sur le rapport. Et quand je remettrai le rapport du contrôle au client, il aura toutes les données du freinage, pollution, ce qui peut permettre pour le garagiste qui va réparer le véhicule à l'issue, d'avoir toutes ces données pour le réparer correctement. Donc là, on va mettre qu'effectivement la plaque d'immatriculation est en mauvais état, puisque le fond noir des caractères commence à s'enlever. En même temps que je fais le tour du véhicule, donc, je vais vérifier aussi les feux de position. Donc à l'avant, ils fonctionnent. Les feux arrière, ainsi que l'éclairage de plaque d'immatriculation. Bon, donc là, les feux de position arrière et les feux de plaque arrière fonctionnent aussi. Maintenant, on va tester la pollution. Franchement, pour une voiture de 27 ans, elle ne pollue même pas. Il n'aurait même pas été obligatoire que je fasse ce contrôle pollution, puisqu'elle est avant 77. Bon, il faut savoir que lors d'un contrôle technique, il y a environ 30% de véhicules qui sont mis en contre-visite. Donc 30% de véhicules qui ont des organes qui sont dangereux, donc des véhicules qui sont dangereux à la circulation. Contrairement à un garagiste qui a le droit d'immobiliser le véhicule si les pneus seraient usés ou s'il y aurait un organe défectueux dessus qui pourrait jouer à la sécurité, moi je n'ai pas le droit. Je préviens juste la clientèle des dégâts qu'il y a sur le véhicule. D'ailleurs, il signe le rapport de contrôle à la fin du contrôle, donc pour bien être assuré qu'il est au courant des réparations à faire. Mais en aucun cas, je ne peux immobiliser le véhicule. Maintenant qu'on a vérifié le serrage des roues, on va contrôler la pression des pneumatiques. Alors, 1,8 kg à l'avant et 2,1 kg à l'arrière, puisque c'est une GS Break. J'ai eu du mal d'ailleurs à trouver la pression des pneumatiques vu l'âge du véhicule. Donc maintenant, on va rentrer le véhicule dans l'ordinateur du banc de freinage. Alors sur cet ordinateur, en fait, il va gérer la plaque de ripage. Le ripage, ça permet en fait de voir s'il y a un problème au niveau du train avant. Donc le ripage, c'est une mesure en fait de déport de la roue qui se calcule en mètres par kilomètre. Donc en passant sur la plaque de ripage, il y a une mesure déjà qui a été prise. Ensuite, il va gérer aussi le banc de suspension. Lors du passage au banc de suspension, il va y avoir une pesée du véhicule, donc essieu par essieu. Donc on passera d'abord le train avant en suspension. Après, il va gérer aussi le freinage. Donc le freinage du train avant, le freinage du train arrière et le freinage du frein à main. Donc on va calculer une efficacité de freinage par rapport au poids du véhicule. Bon, maintenant, on va vérifier le réglage des codes, voir s'ils ne sont pas réglés trop haut. En cas d'un réglage trop haut, c'est en contre-visite. Si le réglage est trop bas, il est juste signalé au client. Voilà, le réglage est bon. Et pour le phare gauche aussi. Là, on va vérifier le dessous du véhicule, donc le châssis, le plancher. On va voir
En fait, tous les organes de sécurité, les rotules, le train, l'état des suspensions. Donc le contrôle technique, il a surtout un but de prévention, hein. C'est pour voir un petit peu s'il y aurait de grosses réparations à faire sur le véhicule. On contrôle 125 points, mais c'est 125 points qu'on contrôle visuellement ou avec des appareils électroniques. Il est évident qu'un contrôle technique, ce n'est pas une expertise, chose que des fois les gens confondent. Puisque tout est effectué sans démontage, on ne peut pas voir l'usure de certaines pièces. Une voiture qui a les freins usés, elle peut très bien freiner au banc alors que les freins sont usés. Comme on n'a pas accès, on ne démonte pas les tambours de frein, on ne peut pas voir l'usure effective à l'intérieur. Bon, mais ça a quand même un rôle de prévention, ça permet aux gens de voir un petit peu l'état de leur véhicule, savoir qu'ils freinent correctement, l'état de la suspension. Il faut savoir que l'article 8 du Code de la route dit bien que tout conducteur est responsable de l'entretien de son véhicule. Donc le fait d'avoir passé le contrôle technique ne dispense pas de faire un entretien régulier de son véhicule. Si le véhicule n'est pas à jour de contrôle technique et qu'on se fait arrêter lors d'un contrôle routier, on risque une amende quand même de 90 €. Et en cas d'accident avec dommages corporels, il y a un risque que l'assurance ne prenne pas en charge les soins médicaux, puisque le contrôle technique est obligatoire par le Code de la route, l'assurance peut considérer qu'il n'était pas en état de fonctionner lors de l'accident. Donc j'ai donc apposé le terme de validité sur la carte grise. Donc le véhicule est accepté jusqu'au 30/10/2004. Sur le rapport de contrôle, on va retrouver en fait l'identification du véhicule, le nom du propriétaire, le nom du contrôleur ainsi que son numéro d'agrément au niveau de la préfecture. On retrouve les défauts trouvés sur le véhicule et pareil en bas du rapport, on va retrouver tous les résultats du banc. Alors dans le service pédagogique de la maison d'archéologie, plusieurs personnes y travaillent. Donc, entre autres moi, il y a Brigitte aussi, le secrétariat, et il y a le conservateur. En fin de compte, nous sommes les 3 personnes, les 3 permanents de la maison d'archéologie qui travaillent dans ce service. Alors ce matin, nous avons un centre aéré qui vient de Lampertsheim, c'est l'association des souris vertes. Alors voilà, on va avoir quelques petits souriceaux ce matin, on va leur proposer des activités ludiques, mais qui auront quand même un aspect un peu technique et scientifique, entre guillemets. On va essayer de les mettre à la place de l'archéologue qui doit chercher des objets sur le terrain. Là, ce ne sera pas sur le terrain, ce sera dans les vitrines par le biais d'un questionnaire. Ils vont les découvrir et comprendre ce que sont ces objets et à quoi ils servent. Ils vont aussi se mettre à la place du restaurateur, c'est-à-dire de la personne qui va remettre en état les objets trouvés. Et oui, ils vont assembler des poteries cassées et essayer de s'approprier cette technique d'assemblage. Et on leur proposera aussi le dessin archéologique. C'est une science après fouille, comme on dit si bien dans notre jargon, c'est-à-dire qu'il faut savoir dessiner les objets qu'on déterre, de telle sorte à pouvoir les faire comprendre par d'autres archéologues. L'atelier céramique qu'on leur propose, alors il s'agit d'assembler des tessons de poterie qui ont été préalablement cassés ou qui sont cassés. Bien évidemment, ce ne sont pas des vrais, ce sont des céramiques, des ratés de cuisson qu'on va chercher à Bechdorf, mais avec la particularité que ce style de céramique de poterie populaire ressemble beaucoup à ce qui a été employé au Moyen-Âge. Et étant donné que la journée aujourd'hui est axée sur le Moyen-Âge, c'est exactement ce qu'il nous faut. Le message qu'on veut véhiculer, nous, c'est qu'un musée n'est pas forcément un reliquaire, si vous voulez, d'objets inertes, des vitrines, statiques, mais qu'on arrive à faire vivre un musée de par les objets qui sont à l'intérieur et permettre aux visiteurs, et notamment aux scolaires et aux enfants en général, de visiter un musée tout en étant acteurs de cette visite, en découvrant par eux-mêmes. Donc en fait, ce qu'on fait faire aux enfants, c'est un petit jeu archéologique à l'intérieur même du musée. Donc on leur donne un petit questionnaire et avec ceci, ils doivent retrouver les différents objets exposés dans le musée à travers les différentes photographies qu'on leur montre. Et donc c'est un petit jeu, ils se prennent pendant 1 heure, ils seront un peu comme des archéologues.
ils ont des photos d'objets, des morceaux d'objets, et avec ça, ils doivent les trouver à l'intérieur du musée. Et là, ça fait une demi-heure, ils ont trouvé la moitié déjà. C'est pas mal du tout, franchement, je trouve que pour des enfants, moi je trouve que c'est chouette, c'est encourageant. Pour les scolaires, on a à peu près 2500 enfants qui passent, qui viennent un peu de toutes les régions avoisinant Niederbronn. Hein. Il y en a même qui viennent de Sélestat et d'autres qui viennent un peu plus près, donc de Wissembourg et aussi d'Alsace-Bossu. Voilà, donc pour les enseignants, on a fabriqué une petite plaquette découverte. À l'intérieur, on y présente toute une palette d'activités ayant trait aux 3 grandes périodes, préhistoire, gallo-romain et médiéval. En complément, il y a un bulletin de liaison, de telle sorte que les enseignants puissent être au courant d'activités complémentaires qu'on peut proposer. Entre autres, on leur propose aussi de se servir de la maison de l'archéologie comme outil pour concrétiser leur propre projet pédagogique, projet éducatif. Je donne un exemple. Il y a des enseignants qui, dans le cadre d'un programme, travaillent toute une semaine sur la période romaine. Ils peuvent venir à la maison de l'archéologie une journée. On leur propose des activités. En quelque sorte, c'est nous qui opérons dans le contenu et eux, ils pilotent leur projet. Donc cet atelier d'assemblage de poterie est un excellent exercice d'observation, dans la mesure où il va falloir trouver les tessons qui manquent et de les ordonner à leur juste place. Alors donc, malgré leur jeune âge, ils sont quand même arrivés à remettre pratiquement ou partiellement en état ce bougeoir. Très bien, donc ça va maintenant là-dedans. Et voilà, on a l'objet pratiquement. Je suis technicien de fouille. J'ai fait mes premiers pas donc au parc archéologique européen de Bliesbrück-Rheinheim en Moselle, du côté de Sarreguemines. Et là-bas, hormis les fouilles qu'on a fait, on a appris aussi à animer cette histoire. Donc on a déterré et il y a plein d'activités qui sont cristallisées autour de la fouille. Toute cette fusion de connaissances, on peut les mettre au service des scolaires et des enfants et leur faire véhiculer notre passion. Vous savez, quand on est archéologue, on reste un peu gamin sur les bords. Il y a toujours cette notion d'aventure, de belles découvertes, un peu de sensations fortes. Et puis voilà, on est imprégné de ça. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire passer. Passion, c'est le travail de cueillir encore, hein, la maroquinerie, le travail à l'ancienne, le travail artisanal du cuir. Hein, Comme j'étais dans le métier de la cordonnerie, hein, je veux dire, j'ai toujours travaillé le cuir, on connaît les différentes sortes de cuir qui existent, c'est venu avec le métier, je veux dire. Hein, si possible, je créais, puisque bon, c'est plus propre et plus personnel. Maintenant, il m'arrive de copier. Il y a aussi un troisième temps, c'est suite à une demande. Quand on me demande d'effectuer un objet ou n'importe, je veux dire, c'est quand même la personne qui me le demande. Je veux dire, moi, j'exécute après. Mais il y a des moments où on copie. Ça existe. Hein. Quand on voit quelque chose qui plaît, on essaie de recopier ou de faire un peu autre chose. Mais dans ce style-là, ça c'est une copie. Sinon, on crée. Ça c'est encore ce qu'il y a de plus intéressant. Là, j'ai confectionné une sacoche pour un électricien qui m'a donné les différents ustensiles qu'il voulait ranger. Aussi, il m'a fait savoir sa façon de la porter, hein, comment il aimerait bien la voir sur soi. Ça, maintenant, c'est fait suite à une demande spécifique de quelqu'un, quoi. Bon, on va commencer à confectionner, c'est un petit article de maroquinerie, hein, on peut appeler ça un petit porte-monnaie, fait en sac d'école, hein, en miniature. Voilà, j'utilise un tranchant qui est beaucoup utilisé en cordonnerie. Voilà. Là, on prend un objet, soit un objet rond, hein. C'est vrai que dans les articles qui sont plus importants en surface, le coût est beaucoup plus élevé et puis bon, là, vaut mieux
Je prépare quelques modèles pour montrer ce qu'on peut faire ou ce qui est possible de faire. Puis après, c'est plutôt les gens qui décident. Hein. C'est plus facile pour moi parce que bon, ça m'évite de travailler sur des trucs qui à la limite, ça peut me plaire à moi, mais pas à tout le monde. Alors voilà. Alors là, on a les deux parties, hein, les parties arrière du sac. Hein. Bon, alors il y a encore une partie qui se fait avant l'assemblage, c'est la teinture du cuir, parce que là on a un cuir naturel. On va avoir une couleur, la couleur assez uniforme. Là-dessus, je vais faire la teinture avec un effet avec les chiffons, ce qui lui donnera de l'effet. Hein. On peut avoir plusieurs gestes, on peut avoir des gestes linéaires, un peu plus en boucle. Hein. Bon, ça changera encore une fois un peu d'aspect une fois que la teinture sera sec à 100%. Bon, là on arrive au produit assemblé, la deuxième partie. Hein. Bon, j'ai préparé la même chose hein, avec ça maintenant c'est un autre cuir, ça c'est un beau gras, mais bon, ça se travaille toujours de la même façon. Là on a assemblé les trois parties ensemble, hein. On a fait le montage de la pièce. On va passer au moment de la couture du sujet. Alors c'est une machine à coudre de cordonnier. Là on revient un peu sur la couture puisque c'est la fin. Pour éviter que le fil s'effrite, on revient un peu sur la couture pour donner encore quelques passes dans le cuir. Comme ça là. Le cuir se choisit déjà suivant l'article qu'on veut confectionner, ce qui veut dire en surface, comment qu'on voit soit la souplesse ou la rigidité du cuir en lui-même. Après la couleur naturellement, hein, c'est que ça rentre aussi. Et puis il est vrai qu'il y a des cuirs que parfois on préfère un peu qu'on préfère à d'autres. Hein. Le bon cuir, bon, c'est déjà au toucher, mais ça c'est comme il y a des cuirs différents, le toucher de toute façon il est différent. Hein, ça c'est pas c'est sur sa surface. Les imperfections, hein. Maintenant il peut y avoir des imperfections qui sont dues au cuir, qui rassurent à cause du tannage, ce qui veut dire qu'il n'y a rien qui a été camouflé ou caché. Bon, il faut savoir que le cuir a un certain coût. Si je réalise des objets qui sont un peu plus importants en surface, je vais essayer de faire un dessin, je vais essayer de faire un patron en papier s'il le faut, hein, pour éviter de rater ma pièce que je suis en train de créer. Hein. Ça c'est toujours de la création parce qu'on ne connaît pas les dimensions ni rien. Maintenant, si c'est des petites pièces ou si c'est des petits sujets, on peut le créer sur le tas. Si ça donne quelque chose, c'est bien. Sinon, tant pis, c'est pas grave non plus. Je veux dire, parfois, on fait tout à fait autre chose de ce qu'on voulait faire, mais qui peut être très bien aussi. Hein. Je viens de commencer avec un poinçonnage du cuir pour mieux arriver à faire passer les pointes hein, qui sont relativement petites. Là, je le replie un peu avec à l'aide d'une pince, c'est pour lui donner un sens, hein, pour qu'il se replie et qu'il recouvre l'autre partie de la ferraille. L'avant-dernier montage, ce qui veut dire on va mettre la petite poignée qui donne vraiment la ressemblance au petit sac. Voilà, alors c'est pratiquement terminé. Si une fois on a la maquette, la réalisation peut se faire en quelques heures, je veux dire une demi-journée, ça c'est tout à fait possible. Hein. C'est pas une couture sellier prend un peu plus de temps, bon, c'est un peu plus professionnel aussi, mais bon, en une demi-journée, ça veut dire 3-4 heures pour la confection. Hein. Pour la création, ça peut parfois demander beaucoup plus, ou même j'arrive pas à le créer dans la journée, quoi. Du côté, on va en faire le glaçage du cuir. Hein, on va mettre un peu de cire, ça c'est des barres de cire.
on appelle ça glacer les bords. Hein. C'est pas pour faire briller, mais c'est pour les durcir un peu, pour éviter que le cuir s'effrite.